Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, imaginaire on va dire, plutôt fantastique que science-fiction, même si les thèmes viennent de la science-fiction, bon, on verra pourquoi. En effet, le roman dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule L'homme qui s'est retrouvé et a été écrit par Henri Duvernois. Ça a été publié aux éditions de l'Arbre Vengeur, tout récemment réédité dans la collection L'Arbuste Véhément. Le roman originel date de 1936 et cette édition de 2020, et ça fait 211 pages. Bon, c'est décidément compliqué de chroniquer en ce moment, hein, je ne vous le cache pas, ça me demande pas mal d'efforts, plus que d'habitude. C'est pas comme si le temps me manquait pourtant. Alors, essayons quand même avec ce petit livre datant de 1936 et exhumé par l'Arbre Vengeur il y a quelques années de cela, aujourd'hui repris dans le petit format très saillant de l'Arbuste Véhément. Henri Duvernois, de son vrai nom Henri Simon Schwabacher, né en 1875 et mort en 1937, avait semble-t-il connu le succès en tant qu'écrivain et dramaturge, scénariste et dialoguiste pour le cinéma aussi, durant le premier tiers du XXe siècle, même s'il a été largement oublié depuis comme tant d'autres. En 1936, et donc tout au crépuscule de sa carrière, il a publié le roman qui nous intéresse aujourd'hui, L'homme qui s'est retrouvé, une de ses rares œuvres relevant de l'imaginaire. En fait, il s'agit ici de voyage dans l'espace et dans le temps, ce qui, de loin, inciterait à classer le roman dans le genre science-fiction. Maintenant, on ne va pas se leurrer, hein, la science ici n'intéresse guère l'auteur qui expédie le postulat pseudo-scientifique et le voyage en tant que tel, en moins de 10 pages très aérées et sans même prétendre faire dans le plausible à quelque niveau que ce soit. Qu'importe, son propos est ailleurs, et en même temps le résultat obtenu manie des thèmes courants dans les récits de SF portant sur le voyage dans le temps, qui font aujourd'hui figure de clichés éculés, mais il en allait probablement autrement en 1936. Le roman est écrit à la première personne. Notre narrateur, on peut supposer qu'il a quelque chose de l'auteur lui-même, est un certain Maxime Félix Portereau, homme vieilli, bourgeois las de la vie et du monde, et comme tel prêt à tout pour pimenter son morne et confortable quotidien. C'est peu dire, un bref échange avec un jeune génie scientifique suffit à l'inciter non seulement à le financer, mais aussi à se porter volontaire pour une odyssée inouïe, un voyage spatial en solitaire à destination de Proxima Centauri, rien que ça. Mais il a une sacrée surprise en arrivant, son astronef se pose sur une réplique parfaite de la Terre, exactement telle qu'elle était 40 années plus tôt. Notre héros n'a bien vite qu'une idée en tête, retrouver son moi plus jeune de 40 ans et sa famille, pour leur faire bénéficier de son expérience et de la sagesse que l'âge ne manque jamais de procurer, ce qui oui est hautement discutable. Et de sa fortune aussi tant qu'à faire, hein, en parlant de sagesse. De fait, il retrouve bien les siens dans la situation exacte qu'il avait lui-même connue 40 années plus tôt. Le père sur le point de faire une grosse bêtise en se laissant manipuler par ses répugnants margoulins de patron, la sœur dont les amours sont sur le point de devenir irrémédiablement décevantes, et bien sûr lui-même, le jeune Maxime, qui est exactement le petit con insouciant et arrogant que vous supposez. Notre voyageur mécène, bien sûr, ne peut pas débouler dans ce petit monde en clamant qu'il est le Maxime de 40 années plus tard, on le collerait à l'asile, alors il se fait passer pour un toujours utile oncle d'Amérique, forcément de passage à Paris pour renouer des liens avec la famille, parce que c'est ce qu'un oncle d'Amérique est censé faire. Et forcément, ça ne se passe pas très bien. Dans les récits de voyage dans le temps, ou plus exactement dans le passé, il est courant que le voyageur cherche à faire bifurquer le cours des événements. En changeant le passé, il espère faire changer le futur. Maxime, ici, ne cherche pas à faire autre chose. Des fois, le changement se produit bel et bien, mais les conséquences sont généralement imprévisibles et rarement pour le mieux. D'autres fois, le passé résiste et rien ne saurait faire dévier l'histoire de son cours, et c'est ce qui se produit ici. À vrai dire, l'entreprise du vieux Maxime désabusé est d'emblée compromise par sa vanité et probablement aussi par les moyens qu'il emploie, le bon conseil visiblement non sollicité et l'argent comme solution à tous les problèmes. Ce constat vaut à deux niveaux différents. Il y a déjà la grande histoire. Ici, le passé résiste car les événements à venir paraissent insensés aux bons bourgeois d'antan. Les avertissements concernant la Première Guerre mondiale, dans une quinzaine d'années à peine, sont accueillis avec mépris. Une telle guerre est impensable, le monde est plus sûr que jamais. Par ailleurs, les financiers et industriels d'alors savent que le cinéma tout juste naissant est une lubie qui ne durera pas, et que l'industrie automobile naissante également s'effondrera bien vite devant le seul constat raisonnable, qui est que les hommes de goût préféreront toujours les chevaux aux voitures. Ceci étant, si ce niveau de réflexion produit des pages fortes et tristement drôles dans des teintes noires et jaunes, le cœur du propos de cet homme qui s'est retrouvé est ailleurs à un autre niveau plus intime que le titre évoque d'emblée.
C'est celui de l'homme vieilli qui se confronte au jeune homme qu'il était, surtout, et au sien dans une mesure un peu moindre. C'est ici pour le narrateur que l'impossibilité de changer le passé se montre la plus douloureuse, encore que le ton soit surtout doux amer. Mais les torts sont probablement partagés. Sans doute le jeune Maxime, les parents, la sœur errent-ils en refusant d'écouter les bons conseils de l'oncle d'Amérique, mais les méthodes employées par ce dernier ont bien de quoi les irriter. Il est envahissant, le bonhomme, et le rejet, voire la colère qu'il finit par susciter sont au fond bien compréhensibles, ce qui nous amène sur une autre piste, l'idée que les interventions du voyageur dans le temps, bien loin de corriger l'histoire, la provoquent en vérité. Quoi qu'il en soit, la prétendue sagesse de l'homme vieilli, acquise avec l'expérience, ne peut rien faire face à l'insouciance de la jeunesse. Maxime devrait le savoir, d'autant mieux qu'il a été, littéralement, ce jeune homme qui ne pouvait que rejeter le paternalisme condescendant et intrusif du pénible barbon qu'il est devenu, même si quelques billets sont de toute évidence bienvenus. Maxime, se confrontant à son moi du passé, doit bien admettre qu'il n'a pas toujours été un homme très positif et qu'il ne l'est peut-être jamais devenu. Ce petit con, c'est lui, après tout, ce qui a certes de quoi provoquer des sentiments dépressifs. Les entreprises du vieux Maxime sont vaines, oui, mais le roman, lui, fonctionne parfaitement, comme une mécanique bien huilée à certains égards, mais jamais, jamais au prix de l'élégance et du sens. Les personnages bien campés et parfois joliment agaçants y sont pour beaucoup, l'ambiance et le ton aussi, mais pas moins le style qui, s'il est bien de son temps, a conservé l'essentiel de son piquant près de 80 ans plus tard, au point où le constat désabusé des échecs de Maxime produit des pages émouvantes mais aussi drôles à leur manière un peu aigre. Une lecture qui vaut le détour donc, comme souvent, pour les exhumations de l'arbre vengeur.